En 1962, lors d'un cocktail russe à Paris, on demande à un officier soviétique quel est l'avion américain qui inquiète le plus à l'Est. Celui-ci répond sans aucune hésitation, le F-8 Crusader. Ces craintes ne vont pas tarder à se confirmer dans le ciel du Nord-Vietnam, car ce pur sang de l'aviation de chasse va surclasser les MiG soviétiques tout au long de la guerre. Attaquant depuis la mer, le Crusader rappelle avec force que la supériorité aérienne peut être obtenue n'importe où et n'importe quand. Une seule race de pilotes peut assurer cette présence en haute mer, l'aviateur de marine. Le Crusader est le dernier des vrais chasseurs. Il marque la fin d'une époque de l'aviation militaire et son palmarès tant au combat qu'en temps de paix le place parmi les meilleurs avions embarqués du monde. My fellow Americans, as President and Commander-in-Chief, it is my duty to the American people to report that renewed hostile actions against United States ships on the high seas in the Gulf of Tonkin have today required me to order the military forces of the United States to take action in reply. Le 5 août 1964, des avions américains de l'USS Ticonderoga sont catapultés dans l'histoire. La guerre du Vietnam vient de commencer. Comme en Corée une dizaine d'années auparavant, l'US Navy est la première à engager l'ennemi sur une vaste échelle. Débarrassée des contingences diplomatiques ou logistiques liées à l'utilisation de bases aériennes étrangères, la Navy était prête à frapper bien avant que Washington ne prenne cette décision cruciale. La plupart des missions d'attaque sont exécutées par des A-4 Skyhawk, des A-1 Sky Raiders et des A-6 Intruders. L'opération Rolling Thunder est la principale stratégie militaire des premières années du conflit. Elle consiste à bombarder la partie sud du Nord-Vietnam avant de monter lentement plus au nord vers Hanoï. Les militaires pensent que les communistes lâcheront prise à mesure que les bombardements s'étendront vers le nord. Mais cette hypothèse sous-estime la détermination des Nord-Vietnamiens. Malgré son nom évocateur, Rolling Thunder, tonnerre roulant, n'est qu'une approche tactique limitée. Souvent, les pilotes n'ont le droit que de riposter à une première attaque. De plus, les lignes vitales d'approvisionnement en provenance de Chine ne doivent en aucun cas être attaquées. Pourtant, les bombardements finissent par produire leur effet. Sous la pression des attaques américaines, l'aviation nord-vietnamienne est contrainte de riposter. Durant ce conflit, l'appareil nord-vietnamien le plus vanté est le MiG-21. Mais le plus courant et le plus efficace de l'arsenal de Hanoï est le MiG-17. Très maniable, il est donc très adapté aux attaques surprises sur les avions américains. Pour protéger ces bombardiers vulnérables aux MiG vietnamiens, l'US Navy envoie le Crusader,
un chasseur qui depuis 1961 fait la fierté de la flotte. Sans conteste le meilleur avion d'attaque de son époque, il est fait pour s'opposer au MiG. Le général des Marines Drax Williams, diplômé de l'université de Cornell, est nommé en 1963. Il effectue sa première période de combat en 1965 avec un escadron du Marine Corps au Vietnam. Basé à Da Nang, Williams est envoyé sur les missions les plus dangereuses, l'appui au sol pour les Marines. Au terme d'une carrière bien remplie, il se souviendra toujours de l'appareil qui le ramena sain et sauf. Cette bonne vieille machine est un F-8 Crusader, autrefois fièrement nommé le dernier des vrais chasseurs. J'ai volé dessus de 1965 à 1968 et en combat à Da Nang entre 1967 et 1968. Il était propulsé par un gros Pratt Whitney J57B20 Alpha, un moteur reconnu pour être le premier à maintenir une poussée de 5000 kg à sec. Et avec la réchauffe, il pouvait donner 9250 kg. Cet avion présente quelques particularités intéressantes, notamment son empennage horizontal d'un seul tenant. Il n'a pas de volet et aux vitesses supersoniques, c'est toute la queue qui assure la stabilité. Autre particularité, ses ailerons ventraux, ici. Ils ont été ajoutés après plusieurs accidents. Quand l'avion était catapulté d'un porte-avions, il avait quelquefois tendance à faire un tête-à-queue. Avec ça, il allait tout droit. Mais un des aspects les plus étonnants de cet appareil, c'est sa voilure. La plupart des avions ont des volets pour ralentir. Celui-ci n'en a pas. L'aile entière se soulève et le fuselage s'abaisse. L'avion peut ainsi ralentir pour que le pilote se pose aussi bien sur porte-avions qu'à terre. Si l'aile ne se soulève pas à cause d'un coup reçu en combat, le pilote doit se poser à plus de 360 km/h pour éviter de toucher à l'arrière. Les avions que j'ai pilotés au Vietnam étaient des chasseurs. Ils étaient donc munis de canons. Ce modèle-là est un appareil de reconnaissance et parmi tous les appareils photo qui l'emportent, l'un d'eux se trouve juste ici, pointant son objectif à travers cette ouverture. Ces avions ont beaucoup servi au Vietnam pour évaluer les dégâts après les bombardements ou pour la reconnaissance. Les canons sur la version chasseur étaient fixés ici, 2 de chaque côté. De magnifiques pièces de 20 mm qui, une fois réglées, permettaient à cet avion de tirer 400 obus dans l'encadrement d'une porte à 750 mètres de distance. Tous les anciens pilotes de Crusader l'attestent, la qualité la plus impressionnante de l'avion ne vient ni de ses canons ni de son aile. Le général Williams se souvient de sa première impression. Ce qui m'a impressionné la première fois que j'ai volé sur cet appareil, la vitesse. Pour moi, c'était l'engin le plus rapide qu'on puisse imaginer. La version que je pilotais, c'était le F-8 Delta. La vitesse était limitée à 1480 km/h au niveau de la mer, mais il atteignait Mach 2 en altitude. Pour moi, c'était une vitesse d'enfer. Dès le début de la guerre du Vietnam, le Crusader est prêt au combat. Durant les premiers jours du conflit, il est utilisé massivement comme chasseur d'escorte pour protéger les bombardiers des attaques de MiG. Guidé vers les appareils ennemis par des E-2 Hawkeye ou des superconstellations, il peut ouvrir le feu sur les chasseurs adverses bien avant que ceux-ci ne menacent les bombardiers. On le surnomme alors MiG Master, le maître des MiG. Au-dessus de la jungle montagneuse du Nord-Vietnam, les pilotes des deux côtés se disputent la suprématie aérienne. Comme en Corée, les chasseurs américains ultramodernes affrontent des avions de fabrication russe. Le MiG-17, aperçu ici dans le collimateur d'un pilote américain, est un adversaire de choix. Mais les pilotes nord-vietnamiens sont généralement jugés moins compétents que les Russes
et pas encore en mesure d'utiliser pleinement le potentiel de leurs appareils. Les pilotes de MiG-17 pratiquent la tactique du hit and run, préférant fuir les lieux plutôt que de rester et se battre. Les Vietnamiens craignent l'appareil américain. Un pilote de MiG-17 avait même préféré s'éjecter immédiatement à la vue d'un Crusader approchant sur son arrière. Voici un extrait d'archives où un MiG-21 est abattu au-dessus du Vietnam. La première victoire d'un Crusader sur un MiG-21 a lieu le 9 octobre 1966, lorsqu'un pilote, basé sur l'USS Hancock, accroche celui-ci au radar et tire un missile Sidewinder. S'il est vrai que le F-4 Phantom peut légitimement revendiquer les 3/4 des MiGs abattus au Vietnam, le Crusader, lui, détient le meilleur score avec 19 MiG descendus pour seulement 3 appareils perdus. Pourtant, malgré la supériorité des Crusaders sur les MiG, les combats aériens sont toujours une expérience traumatisante. On dit souvent que le pilotage, ce sont des heures et des heures d'ennui ponctuées par quelques moments de terreur absolue. Et je crois qu'on a eu notre compte là-bas. Je n'oublierai jamais, bien sûr, le moment où je me suis fait tirer dessus. Personne ne l'oublierait. C'est la première fois que j'ai eu le sentiment profond d'être mortel. Avec ses 4 canons de 20 mm, le Crusader s'est déjà forgé une réputation de fin tireur bien avant le début de la guerre du Vietnam. Mais ce sont les missiles Sidewinder et les Sparrow qui vont se révéler les plus efficaces contre les MiG nord-vietnamiens. Sur 19 MiG abattus, un seul le fut par un tir de canon. Ici, un pilote de MiG-17 tente d'échapper à un Sidewinder. Mais il est déjà trop tard. Pour être fin prêt lorsqu'il passe à l'action, un pilote de combat doit s'être longuement entraîné à l'art du combat aérien. Nous sommes à Miramar, en Californie, surnommée Fighter Town, la ville des avions de chasse. En 1968, l'US Navy y a fondé une école de formation spéciale pour ses pilotes. C'est ici que les 2 grands chasseurs de l'époque s'affrontent pour la première fois lors d'un combat simulé, Crusader contre Phantom. Dans cette école, maintenant baptisée Top Gun, ce combat aérien simulé souligne la rivalité intense entre les pilotes de ces 2 avions très différents. Comme lors des premiers combats aériens de la Première Guerre, ou lors des affrontements entre les Spitfire et les Messerschmitt 109 au-dessus du ciel d'Angleterre en 1940, le secret est d'acculer l'adversaire à la défensive. Les technologies évoluent, mais les tactiques restent les mêmes. Le Crusader et le Phantom entament leur duel bien avant de s'apercevoir. Le radar sert à trouver l'adversaire. Mais c'est une arme à double tranchant, car s'il alerte le pilote de la présence de l'ennemi, il le transforme aussi en une cible facilement repérable. Le Phantom traque le Crusader. En défense, celui-ci vire brusquement à gauche et les 2 appareils se retrouvent face à face. Maintenant, le contact visuel est établi. Et c'est un combat tournoyant classique. Dans les années 60, le Crusader et le Phantom sont incontestablement les meilleurs avions de chasse du monde. Leur rivalité est intense. Les pilotes de Crusader se considèrent comme de véritables pilotes de chasse, sans les contraintes du système multirôle des Phantoms. Parallèlement, les pilotes de Phantom se moquent des canons du Crusader, qui représentent la technologie de l'ancienne génération. Mais comme toutes les rivalités interarmes, c'est une querelle entre frères. Quand il s'agit de se battre, ils sont du même côté.
Aujourd'hui encore, les pilotes de Crusader maintiennent que leur avion est toujours imbattable. L'amiral Robert Smith a volé à bord du Crusader. Sans charge externe et en configuration de chasse, c'est le meilleur avion qui soit. Il est plus agréable que tout ce qu'on peut imaginer. C'est un hot rod, la voiture de sport de l'aviation. Tous les gens qui ont volé à bord en combat aérien, en recourant à des tactiques très proches des vieilles méthodes, ont pris infiniment de plaisir. Mais pour le poser sur un porte-avions, c'était une autre paire de manches. Un de mes plus vifs souvenirs, c'est l'appontage. Il était difficile à poser. Il fallait constamment accélérer ou décélérer. Si vous ne maîtrisiez pas l'avion, c'est lui qui vous dominait. Une fois qu'on touchait le pont, si on réussissait un parfait trois câbles, ce qui est le mieux qu'on puisse faire sur un petit porte-avions, il restait environ 4 mètres de dégagement entre la rampe et le crochet. On avait toujours l'impression que le personnel de pont essayait de vous faire rouler plus loin que le bout de la piste, parce que le train avant était à plus de 2 mètres derrière le pilote. Il vous faisait avancer jusqu'au bord du pont, si bien que le pilote se trouvait au-dessus de l'eau. On ne voyait que la mer au-dessous de soi. Il fallait vraiment avoir confiance en ces jeunes gars. Pour qu'un avion soit un bon chasseur, il doit être extrêmement maniable. Mais pour qu'il soit plus maniable, il faut oublier la stabilité. Mais si l'instabilité est la meilleure amie du pilote engagé dans le jeu chaotique du combat aérien, elle devient son pire ennemi au moment de l'atterrissage. La vitesse prodigieuse du Crusader et ses prouesses en tant qu'avion de chasse de la Navy le rapprochent de son célèbre ancêtre, le F-4U Corsair. Comme le Crusader, le Chance-Vought F-4U fut un des chasseurs embarqués les plus rapides de son temps. Mais lui non plus ne pardonnait rien à l'atterrissage. Il était d'ailleurs si capricieux qu'il avait acquis le surnom peu flatteur d'éliminateur d'enseigne. Mais pour des raisons évidentes, l'US Navy n'appréciait pas trop les avions difficiles à poser sur un porte-avions. Pendant 3 ans, ce chasseur étrange à la voilure en aile de mouette inversée avait aidé à neutraliser les forces aériennes japonaises, mais uniquement à partir de bases terrestres. Mais un événement imprévu s'est produit. Les Japonais, acculés, perdant pied dans le Pacifique, ont lancé leurs attaques kamikazes. Les pilotes suicides fonçaient droit sur les navires américains et semaient tous les chasseurs de la Navy, excepté le Corsair. Ce type d'attaque se multipliant, le Corsair a alors été mis en service sur les porte-avions américains où il s'est illustré jusqu'à la fin de la guerre. Mais chez Chance-Vought, un autre enfant terrible fut aussi mis au point par l'ingénieur Charles Zimmerman. Bien avant l'arrivée de l'hélicoptère, il expérimenta un modèle réduit électrique à la forme étrange, capable de passer du vol stationnaire au vol horizontal. Pendant que les experts de la défense réfléchissaient sur les possibles applications militaires de cette étrange machine, la firme Chance-Vought décida de financer le programme. Le prototype V173 subit toute une série d'essais en vol pendant lesquels on l'affubla de sobriquets tels que Zimmer Skimmer, le glisseur de Zimmer, ou Flying Pancake, la crêpe volante. Malgré sa forme bizarre, l'appareil a alors de nombreux inconditionnels, tels le célèbre pionnier de l'aviation Charles Lindbergh. Lors d'un vol d'essai, celui-ci voit l'avion disparaître derrière un rideau d'arbres. Persuadé que l'appareil s'est écrasé, il se précipite sur les lieux et découvre la machine posée à l'envers sur la plage. Boone Guyton, le pilote, avait tenté d'atterrir sur la plage lorsqu'au dernier moment, il avait aperçu 2 baigneurs en travers de sa trajectoire. Dans une manœuvre désespérée pour les éviter, Guyton avait retourné l'appareil. Lindbergh, ravi de constater que le pilote ait pu survivre à un tel accident, effectue par la suite plusieurs essais à bord.
En 1944, l'US Navy s'intéresse à son tour à la machine, mais la guerre s'achevant, l'enthousiasme s'évanouit et le programme est finalement abandonné avant que le prototype ne prenne l'air. Au début des années 50, les chasseurs à réaction se sont taillés un monopole au sein de l'US Navy. Vers la fin des années 40, elles se méfiaient encore des jets, arguant de leur vitesse de décollage et d'atterrissage trop élevée, moins fiable sur porte-avions que celle moins élevée des avions à piston. Mais l'intégration progressive des jets intervient juste en temps voulu. Pendant la guerre de Corée, le succès des jets embarqués comme le Grumman Panther ou le McDonnell Banshee va prouver que la propulsion à réaction est là pour longtemps. Mais la firme Chains Vought n'a pas autant de chance avec les jets que ses concurrents Douglas, Grumman et North American. Sa première tentative, le XFU Pirate, ne dépasse pas le stade de prototype. Le second essai semble plus prometteur, du moins sur le papier. Le F-7U Cutlass est le premier chasseur à réaction embarqué, muni de la post-combustion et d'une voilure en flèche. Malgré son concept prometteur, le Cutlass n'est qu'une suite de problèmes. Sa faible vitesse ascensionnelle lui vaut le surnom de Gutless, sans tripe, et le nombre d'accidents le rend très impopulaire auprès des pilotes de la Navy. Après 2 échecs, la firme Vought perd les faveurs de l'US Navy et en 1952, lorsqu'un appel d'offres est lancé pour un nouveau chasseur supersonique embarqué, elle sait que c'est sa dernière chance de succès. Au pied du mur, les bureaux d'études de la Vought se mettent au travail avec une rapidité sans précédent. Dès juin 1955, le Crusader s'envole de la base d'Edwards. Lors de son premier vol, le pilote d'essai John Conrad réussit l'impensable. Il passe le mur du son. Après les vols de prise en main, viennent les phases les plus dangereuses de tout programme d'essai en vol, les sorties de vrille. Lors d'une vrille, le pilote tombe de plus de 10 000 mètres en quelques secondes. Il doit vérifier la réaction d'un appareil qui, il espère, restera intact, tout en subissant la désorientation et les effets physiques éprouvants de l'accélération. John Conrad fait ses essais de décrochage pour Vought et le Crusader ne le déçoit pas. Les premières qualifications sur Crusader s'effectuent sans le luxe d'un avion d'entraînement. Il faudra attendre 1962 pour qu'une telle version apparaisse. De nombreux pilotes qui ont volé sur Crusader dès le début la jugent trop tardive, tel le pilote John Conrad. À l'époque, la Navy ne croyait pas qu'un appareil d'entraînement tactique biplace était nécessaire. L'Air Force, elle, y croyait. La Navy aurait pu éviter plusieurs pertes d'avions dues à des pilotes néophytes si ceux-ci avaient pu disposer d'un biplace d'entraînement. Le modèle biplace ou two-sider ne sert que très peu à la formation des jeunes pilotes de chasse de l'US Navy. Si bien que lorsque le Crusader entre en service en 1957, les pilotes doivent se lancer seuls pour leur premier vol. Les premiers essais de qualification du Crusader sur porte-avions se font en avril 1956 à bord de l'USS Forrestal. Le pilote d'essai Duke Windsor réussit 12 catapultages et 12 appontages sans aucun incident. Ayant survécu à l'épreuve suprême de tout futur avion embarqué, le Crusader commence sa carrière opérationnelle au sein de l'US Navy. Au cours d'exercices alliés en Méditerranée, des bombardiers britanniques Canberra effectuent des missions d'attaque simulées sur des navires américains.
Les Canberra opèrent à haute altitude dans la plus grande impunité, ce qui ne plaît guère à l'amiral Cat Brown commandant la 6e flotte. Lorsque celle-ci reçoit ses premiers Crusaders, l'amiral Brown profite de l'occasion pour donner une leçon de combat aéronaval aux Anglais. Les pilotes de Canberra sont époustouflés de voir ces nouveaux appareils américains passer verticalement près de leurs bombardiers. Les Britanniques ne sont pas les seuls à être dépassés par l'étoile montante de la Navy. Depuis 1955, le F-100 Super Sabre détient le record mondial de vitesse à Mach 1,25. Cet élégant chasseur-bombardier est la fierté de l'US Air Force. Mais à l'arrivée du Crusader, ce record tombe. Fin août 1956, le capitaine Duke Windsor pousse le nouvel appareil à Mach 1,5. Un an plus tard, un jeune pilote des Marines du nom de John Glenn va tenter de battre le record transcontinental. C'est le projet Bullet, balle de fusil. Nous l'avons appelé projet Bullet parce que, si tout se passait bien, je devais atteindre entre les deux côtes une vitesse moyenne supérieure à celle d'une balle de calibre 45. Le succès de ce projet alimente la rivalité croissante entre la Navy et l'Air Force. L'Air Force détenait le record, nous voulions le lui ravir et c'est ce que nous avons fait. Nous leur avions même demandé s'ils pouvaient nous prêter des avions ravitailleurs sur le parcours. Ils ont refusé. Le modèle que nous avons utilisé était une version photographique d'une autonomie supérieure et qui pouvait prendre des photos aussi bien sur le côté que vers le bas. Nous avons donc chargé tous les appareils photo et décollé de Los Alamedas. Nous avons dû prendre la première série de clichés continus de la côte ouest à la côte est. Tandis que le Crusader est occupé à battre tous les records possibles, Chance Vought vise encore plus haut. En 1956, la firme met au point un nouvel appareil qui doit être le fin du fin. Ainsi sort le F-8U-3, baptisé Super Crusader. C'est un avion à l'allure agressive. Mais bien qu'il partage la même appellation que son petit frère, les deux appareils sont très différents. En 1957, l'époque des canons touche à sa fin. Craignant que le Crusader ne devienne rapidement obsolète, Vought n'équipe le Super Crusader que de missiles. Autre différence, l'appareil comporte de grandes dérives ventrales pour le stabiliser à vitesse transsonique. Comme son aîné, les ailes du Super Crusader se soulèvent pour une meilleure portance à basse vitesse. Mais une envergure supérieure de 1,50 m et un fuselage plus long de 1,20 m en font un appareil plus volumineux, propulsé par un énorme réacteur Pratt & Whitney J75, destiné à pousser l'avion à plus de Mach 3. Le Super Crusader effectue son premier vol aux mains du pilote d'essai John Conrad en juin 1958. Au cours de l'été, il atteint la vitesse étonnante de Mach 2,6. Lors de la dernière série de vols d'essai, il est le seul en lice face à son concurrent, le F-4 Phantom. Du point de vue performance et en combat aérien, il n'y avait pas de comparaison. Le F-8U-3 le mangeait tout vif. C'était un avion beaucoup plus rapide et beaucoup plus agile que n'était et que n'est le F-4. Malgré les performances impressionnantes du Super Crusader,
l'US Navy opte finalement pour la configuration bimoteur biplace du Phantom en décembre 1958. À la suite de cette décision, le programme F-8U-3 est abandonné et les 5 prototypes sont transférés à la NASA pour des recherches à haute altitude et à grande vitesse. Mais alors qu'on procède à l'annulation du programme Super Crusader, la version standard reçoit des améliorations. Le siège éjectable Vought est remplacé par un système Martin Baker anglais qui s'est acquis une solide réputation dans l'industrie aéronautique. En raison du danger des opérations sur porte-avions, l'éjection doit être sûre aussi bien à basse altitude qu'à basse vitesse, et même sous l'eau. En effet, la plupart des accidents surviennent lors de l'appontage. Les avions embarqués subissent constamment des atterrissages brutaux. Ils doivent donc être impérativement équipés de trains d'atterrissage robustes. Après une série d'accidents dus à des trains d'atterrissage défectueux, les ingénieurs de Vought mènent une nouvelle campagne d'essai pour tenter de les renforcer. À la fin des années 50 et au début des années 60, la Navy fait preuve d'un appétit insatiable pour des vitesses de plus en plus élevées. Les énormes moteurs Pratt & Whitney sont améliorés et le Crusader tient toujours le haut du pavé. Entre 1953 et 1963, les craintes de la guerre froide entraînent une croissance explosive des recherches technologiques militaires. Au début des années 50, la propulsion à réaction n'est qu'une technologie naissante. Mais en moins de 10 ans, l'homme va dépasser l'enveloppe transsonique et même tenter d'atteindre la Lune. Conçu au début des années 50, le Crusader doit évoluer avec son temps. La plupart des premiers Crusaders retournent chez Vought pour y recevoir une nouvelle électronique, de nouveaux radars et un nouvel armement. Ainsi naît le F-8T. Ce Crusader amélioré est équipé des dernières avances technologiques nécessaires pour conserver l'avantage sur les plus récents chasseurs soviétiques. Pourtant, ce ne sont pas les MiG qu'il affrontera lors de sa première mission. En octobre 1962, on découvre des installations de missiles russes à Cuba. Pendant 10 longues journées, le monde est au bord de la guerre nucléaire. Mais lorsqu'un U-2 volant à très haute altitude est abattu au-dessus de Cuba, les États-Unis doivent changer de stratégie. La couverture photographique de Cuba va s'effectuer désormais au ras de la cime des arbres pour éviter les radars cubains. C'est ici que la version de reconnaissance photo du Crusader va relever son premier grand défi. L'opération Blue Moon est lancée. 2 escadrilles de Crusaders de reconnaissance photo, un de la Navy, l'autre des Marines, partent pour une série de missions photographiques sur Cuba. À la fin du conflit,
Plus de 160 000 clichés auront été pris et les 2 escadrilles seront décorées par le président Kennedy. Pendant la guerre froide, les militaires américains et soviétiques ne cessent de jouer au chat et à la souris. Des bombardiers russes Tu-95 Bear survolent souvent des escadres de porte-avions américains. Ils peuvent emporter des missiles anti-navires et la menace ne doit donc pas être prise à la légère. Lorsqu'un Bear approche un porte-avions, les Crusaders décollent pour l'accueillir. Hal Looney, pilote de Crusader, se souvient d'une telle expérience. Un bear et un bison étaient sur le point de survoler le navire. On a décollé et on s'est approché d'eux. Ça a été une sensation terrifiante. Les tourelles nous pointaient, nous lâchaient pas comme ça, et en même temps, les gars nous regardaient par le hublot, une bouteille de Pepsi-Cola à la main. Le Crusader a été conçu pour intercepter les bombardiers russes et combattre les MiG. En tant que chasseur de l'US Navy, il est le bras armé de la puissance militaire américaine dans les zones éloignées. Il sert à contenir l'expansionnisme de Staline et Khrouchtchev. Mais le baptême du feu ne viendra pas des Russes. En 1959, les dirigeants du Nord-Vietnam ont la ferme intention d'annexer le Sud pour unifier le pays. Mais le conflit ne date pas d'hier. Déjà en 1945, Ho Chi Minh avait proclamé l'indépendance dans le nord du pays et fini par repousser les Français, grâce en particulier à l'aide de la Chine. Après la victoire de Dien Bien Phu en 1954, Ho Chi Minh et son stratège Le Duan se tournent vers le sud. Les Nord-Vietnamiens y acheminent des approvisionnements via un réseau de pistes, de ponts et de rivières pour soutenir l'insurrection communiste contre le gouvernement de Saigon. Dès le départ de ce qui va devenir la guerre du Vietnam, les Nord-Vietnamiens s'engagent à fond. Le gouvernement américain, par contre, se contente d'essayer de contenir les militaires nord-vietnamiens en évitant toute provocation qui risquerait d'indisposer les soviétiques. Pour les aviateurs, cette stratégie est à la fois frustrante et dangereuse. On voyait parfois un site de lancement de missiles ou un petit lance-missile ou une batterie de DCA. Et on ne pouvait pas les détruire, ils étaient hors limite. S'ils nous tiraient dessus, on pouvait y aller. Mais quand on reprenait la même route, à la même altitude 5 jours plus tard, on savait qu'à un moment ou à un autre, ils allaient s'en apercevoir et se dire « Tiens, alors voilà, on va le descendre ». C'était vraiment très frustrant. Lorsque l'Amérique s'engage dans la guerre, les Nord-Vietnamiens mobilisent toute la population. Toute personne valide participe à la défense contre les Américains. L'artillerie antiaérienne provoque 80% des pertes d'avions américains au-dessus du Nord. Au-dessus de ces territoires hostiles, les Américains doivent se faufiler entre les tirs de la DCA qui noircissent le ciel. De plus, les missiles sol-air de fabrication soviétique, les fameux SAMS, se dirigent tout droit sur les avions américains ultramodernes guidés par le faisceau de leurs puissants radars. Pour tenter de faire taire les canons nord-vietnamiens, on ajoute un point d'emport sous l'aile gauche des Crusaders pour des roquettes Zuni. Celles-ci sont des engins air-sol utilisés en quantité pour détruire les batteries de DCA et les sites de SAM. Beaucoup de pilotes de Crusader se considèrent comme des pilotes de combat aériens et n'apprécient pas d'utiliser leur pur sang dans l'attaque au sol. L'avion a certes été construit pour affronter les MiG, mais les réalités militaires font que nombre de ces avions passent plus de temps à piquer sur les artilleurs nord-vietnamiens
qu'à affronter les MiG en altitude. La mission favorite des pilotes de la Navy n'est certainement pas de se frayer un chemin à travers les barrages d'artillerie et les tirs venus du sol. Mais pour les pilotes des Marines, cela fait partie de la besogne. Les escadrilles de Crusader n'opèrent pas toutes à partir de porte-avions. À la fin de 1965, la plupart des escadrilles des Marines sont basées à Da Nang. Elles sont chargées de l'escorte, de la destruction anti-aérienne et de l'appui au sol. C'est ici que le général Williams effectue sa première période de combat avec les Marines. J'ai rejoint les Anges de la Mort à Da Nang durant l'été 1967. Moins d'une semaine plus tard, armés de nos canons et de nos Sidewinder, on escortait des A-6 qui partaient bombarder le Nord-Vietnam. Assez excitant pour un gamin qui aborde sa première période de combat. Sur le terrain, les forces américaines livrent une bataille de plus en plus difficile. Les Nord-Vietnamiens utilisent des tactiques d'embuscade qui souvent prennent par surprise l'infanterie ou les Marines. Lors d'un affrontement, les forces terrestres dépendent essentiellement de l'appui aérien. Le contrôleur aérien avancé indique à l'avion la position exacte de l'ennemi grâce à des relais radiocontrôlés. Les avions d'appui de base des Marines sont en général des Intruders et des Skyhawk, mais les Crusaders effectuent aussi ce genre de mission avec une efficacité redoutable. La roquette Zuni est une arme simple et efficace. Rugissant vers la cible identifiée par les troupes au sol, le pilote de Crusader n'a qu'à viser et tirer. L'appui au sol est une mission extrêmement dangereuse. Volant juste au-dessus des arbres, les pilotes sont vulnérables au moindre tir du sol. S'ils sont touchés à cette altitude, ils disposent de moins d'une seconde pour s'éjecter. L'une des tactiques utilisées en appui au sol consiste à tirer vers l'objectif des roquettes Zuni dotées de têtes au phosphore. La fumée noire s'élevant du secteur permet ensuite aux bombardiers en piqué d'identifier la cible plus facilement. Il est difficile de mesurer l'efficacité de l'appui au sol pendant la guerre du Vietnam. Le mieux que puisse espérer un pilote, en voyant les bombes et les roquettes disparaître dans l'épaisse canopée de la jungle, est d'apprendre que les troupes au sol ont été soulagées. Les meilleures missions étaient toujours celles que nous faisions pour aider nos troupes au sol. C'était les plus satisfaisantes quand le gars au sol vous disait « Super boulot, vous venez de sauver la vie de mes Marines ». Mais la mission n'est jamais totalement accomplie avant que l'appareil ne se pose sur le pont du porte-avions. Les aviateurs ont un dicton. Voler est la deuxième plus grande satisfaction de l'homme, la première est de se poser. Ce qui s'applique particulièrement aux appontages de nuit. On a mené des études médicales au Vietnam pendant la guerre. Les médecins de l'escadrille fixaient au pilote un moniteur pour contrôler ses battements cardiaques. Les résultats étaient toujours les mêmes. Le rythme cardiaque des pilotes qui se posaient sur les porte-avions de nuit était toujours plus élevé qu'au combat. C'est toute la différence entre l'aéronaval et l'Air Force. Alors que la guerre du Vietnam s'éternise, l'utilisation des Crusaders diminue. En 1967, pour la première fois depuis le début de la guerre, les F-4 Phantom inscrivent plus d'heures de vol que les Crusaders.
Comme les grands chasseurs embarqués de la Seconde Guerre mondiale, le Crusader est fait pour le combat rapproché, au canon. Mais à la fin des années 60, les missiles air-air et les radars à longue portée ont rendu ce type d'avion obsolète. De plus, la Navy apprécie de moins en moins les avions monomoteurs et la cellule du Crusader se fait vieille. Il est finalement remplacé par son vieux collègue de pont, le Phantom. Beaucoup de Crusaders retirés du service ont trouvé refuge dans la marine française ou aux Philippines. La NASA apprécie ce rapide chasseur et l'utilise comme outil de recherche et de prise de vue photographique. Comme le célèbre corsaire de la Seconde Guerre mondiale, le Crusader n'est plus qu'un chapitre glorieux de l'histoire de la firme Vought. Juin 1989. Le dernier des vrais chasseurs se prépare à décoller une dernière fois. Le Crusader est retiré de l'inventaire de l'US Navy en 1976. La même année, les derniers porte-avions de la petite classe Essex sont réformés. Le Crusader continue de servir comme appareil de reconnaissance photo jusqu'aux années 80, où il sera remplacé par le F-18 Hornet. Il n'y a pas vraiment d'équivalent moderne au F-8 Crusader. Ces 30 dernières années, le ministère de la Défense américain a exigé que tous les avions puissent effectuer plusieurs missions différentes, du combat aérien au bombardement. Les avions multimissions ont remplacé pour toujours la fière lignée des chasseurs purs, apparue dès la Première Guerre mondiale, qui s'est éteinte avec le Crusader. Lorsque le dernier des vrais chasseurs a quitté la base aérienne d'Andrews en juin 1989, un chapitre de l'histoire de l'aéronaval s'est achevé.